Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, comme bien des adultes éprouvant régulièrement le besoin de s'abriter dans des univers imaginaires, ne s'est jamais vraiment remis de ses traumas d'enfant, surtout lorsque ceux-ci sont liés à l'image. Ainsi celle de Tim Curry, grimé en Pennywise, le clown planqué dans un égout aura hanté, comme pas mal de gens de notre génération, merci M6, un bon paquet de nos nuits. C'est donc avec une appréhension digne de nos 12 ans que nous avons accueilli It, ça en français, nouvelle adaptation du roman culte de Stephen King, avec cette saloperie de clown de merde dont nous allons causer avec les 4 créatures démoniaques de la critique réunies ici en public au bar à bulles. Lélo Jimmy Battista, salut Jimmy. Salut Thomas. Anaïs Bordage, salut Anaïs. Salut. Rafik Djoumi, bonjour Rafik. Salut petit Thomas. Ah non, me fais pas ça. Et Julien Dupuis, salut Julien. Oh putain, vous êtes atroce. C'est le ciné, épisode 98 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Car oui, j'ai peur des clowns, voilà, comme ça vous savez tout de ma vie. Pour ceux qui n'ont pas lu le bouquin et qui ont tort, ou qui n'ont jamais vu la mini-série, il est revenu, dont je parlais à l'instant, et qui ont tort aussi, même si ça n'a pas très bien vieilli. L'histoire de ça nous amène dans la Nouvelle-Angleterre, chère à Stephen King, en l'occurrence dans la petite ville de Derry. Normalement, ça se passe dans les années 50, mais époque oblige, le film qui nous intéresse aujourd'hui à transposer l'action dans les années 80. Bref, à Derry, tout va mal, surtout pour les mômes, puisqu'ils disparaissent à tour de bras, enlevés et parfois au passage atrocement mutilés par un clown démoniaque nommé donc Pennywise, qui vit dans les égouts et qui a la capacité de changer de forme afin d'emmener ses victimes aux confins de la trouille. Un petit groupe de gamins, auto-baptisé le Club des Losers, qui tous ont été confrontés au clown mais ont survécu, décide alors d'en savoir plus, et ça ne sera évidemment pas du tout une partie de plaisir. I saw something. There was this clown. Yeah, I saw him too. Bill, if you'll come with me, you'll float too. 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 Et le film est signé par Andy Muschietti, réalisateur argentin remarqué par pour son film d'horreur Mama, qui était sorti il y a 4 ans je crois, avec Jessica Chastain. Pas de star dans ce nouveau film, c'est un cast d'enfants qui mènent la danse, même si certains ont été repérés dans des séries télé qui ont eu du succès. Et le rôle du clown est tenu lui par le suédois Bill Skarsgård, et j'espère que je prononce bien son nom. Alors avant de causer peut-être plus généralement, si on a le temps, de Stephen King et de ses rapports avec le cinéma, votre avis sur le film Messieurs Dames? Tiens Julien, toi qui baille au corneille, là, qui m'écoute même pas là, si, moi je t'écoute, des choses éprouvantes. Je suis pensif, je réfléchis à ce que tu dis Thomas, parce que je respecte ce que tu dis. Rassure-toi Thomas, ce film ne fait pas peur. Non, c'est vrai. c'est vrai, je l'ai vu hier soir, j'ai pas eu peur. Alors moi je déteste pas du tout le film de Muschietti, mais il y a quand même deux gros problèmes par rapport au défi de l'adaptation. C'est que donc ça ne fait pas peur, et alors c'est un fait. Donc après il faut essayer de réfléchir pourquoi ça ne fait pas peur. Et je pense qu'une des raisons qui font que ça ne fait pas peur, c'est qu'il y a rien de transgressif en fait dans le film. Il y a un exemple en fait qui a beaucoup tourné déjà. Il y a pas le fameux gangbang avec le personnage de Beverly qui est déjà dans le roman, qui avait fait beaucoup jaser. Lui-même Stephen King, j'ai l'impression qu'il se positionne de façon un peu à l'époque ambiguë. C'était passé complètement inaperçu, oui, quand le mais bouquin c'est est sorti revenu en après, 86, mais c'est revenu après effectivement. Mais tout est un peu là-dessus, c'est-à-dire que ça reste quand même un film d'horreur qui ne fait pas de vagues, et je pense que pour qu'un film fasse vraiment peur, c'est qu'il faut qu'il transgresse quelque chose. C'est un film qui ne transgresse pas grand-chose, quoi. Et l'autre problème, à mon avis, du film, c'est que le côté film choral n'est pas très réussi. Il y a notamment un petit personnage de Black, alors j'ai oublié son nom, je suis désolé, mais il est totalement laissé pour compte, il disparaît du club des losers, et c'est quand même un des grands défis aussi du film, puisque c'est aussi un film choral sur une communauté en fait. C'est pas un film sur un personnage, c'est sur la peur qui gangrène une communauté. Donc, il s'appelle Mike. Oui, c'est Mike. Merci, Raph. Ouais. Et donc merci Rafik. Merci Internet. Qu'un film sur la peur dans une communauté, donc avec tout ce que ça traîne de sous-entendus, etc., ne fasse pas peur et ne réussisse pas à te donner vraiment la sensation de communauté, c'est quand même 2 gros échecs, à mon sens. Dans le film. Ceci étant dit, moi, j'ai pas passé un mauvais moment. Je trouve que c'est un film qui est correctement fait.
je trouve ce qu'on aurait pu craindre, c'est pas je trouve pas qu'il tombe dans les pièges de Stranger Things. Stranger Things, c'est ça. Oui. C'est ça la série télé. Voilà, c'est-à-dire que moi j'ai vu ça et c'est comme ça qu'eux ils le présentent, cette transposition dans les années 80, non pas comme un mouvement opportuniste, mais une façon pour les Muschietti, parce que Andy travaille beaucoup avec sa sœur Barbara, sa grande sœur, qui est productrice. Barbara, pour les Muschietti, de se réapproprier le film, de parler de leur propre enfance, et aussi, et pour moi c'est l'autre bon point aussi du film, de parler de ce qui leur faisait peur. Parce que la spécificité en fait de Pennywise, c'est que c'est un clown, mais en fait c'est surtout un monstre polymorphe qui ça n'est qu'une des apparitions. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il mute en fonction de ce qui fait des peurs des gens. Et ça, c'est une trahison claire et nette et assumée par rapport au roman. C'est-à-dire que dans le roman, ce sont surtout des mutations qui sont liées aux Universal Monsters, pour aller. Donc il y a la créature du Lamont Noir, The Teenage Werewolf. Enfin bref, tout ce qui faisait peur aux ados dans les années 50. Et donc là, ça a un peu muté avec, là encore, malheureusement, une petite limite qui me semble, enfin qui m'inquiète un petit peu sur la suite de la carrière d'Andy Muschietti, qui est que il y a un monstre qui reprend le concept de Mama, à savoir s'inspirer des peintures de Modigliani, avec ce visage un peu déformé, cet œil aussi tout biais, etc. Et ça m'a, j'ai pas pris ça comme une constante en fait, j'ai pris ça comme une redite. Et je trouve ça dommage qu'ils réussissent pas à se renouveler, qu'il n'y ait pas plus d'imagination là-dessus, quoi. Mais il y a des choses où il est carrément inspiré. Je trouve que l'apparence du clown fonctionne bien, et je trouve qu'il y a une idée, je terminerai là-dessus pour laisser ma parole à mes petits camarades, mais il y a une idée que j'ai pas beaucoup vue dans le cinéma d'horreur et que j'aime vraiment beaucoup dans le film, qui est que le monstre change de taille en fonction de la peur et de l'endroit où il est. Et je trouve qu'il y a quelques fulgurances, quelques moments comme ça où il joue sur le gigantisme, par exemple, du clown, où ça marche vraiment super bien. C'est fugace, mais c'est là, et c'est chouette. Anaïs. Oui, moi je suis d'accord, ça fait pas peur. Je suis rentrée chez moi, j'avais pas peur d'éteindre la lumière en allant me coucher. Ce qui n'était pas le cas après, il est revenu. En fait, si on est honnête, il est revenu, fait pas peur non plus. Donc, ça m'a pas dérangé que le nouveau film fasse pas peur. Pour moi, en fait, c'est une bonne adaptation d'une œuvre de Stephen King, parce qu'en fait, il y a des éléments d'horreur, mais il y a pas que ça. Il y a aussi toute une histoire émotionnelle, en fait. Et là, c'est sur le passage de l'enfance à l'âge adulte. Et j'ai trouvé que le groupe d'enfants, moi, j'ai trouvé que c'était très réussi, même si effectivement, il y a un personnage qu'on voit pas trop. Et du coup, en fait, l'absence de grosses terreurs m'a pas trop dérangée, même si je trouve qu'il y a quand même de bons éléments. Enfin, il y a des jumpscares assez efficaces, si vous aimez les jumpscares. Et il y a 2-3 bonnes idées visuelles, pareil, où le clown devient très grand tout d'un coup. Notamment dans la scène avec les diapositives. Voilà, que j'ai trouvé assez bien monté. Donc voilà, donc ça m'a pas dérangé plus que ça fasse pas peur. Mais effectivement, si vous y allez pour voir un gros bon film d'horreur qui va vous marquer pendant 3 semaines, où vous n'arriverez pas à dormir, c'est pas trop le cas, quoi. Non. Mais voilà, moi j'ai adoré le groupe de gosses. J'ai trouvé qu'ils étaient tous excellents. Ce qui marche vraiment bien, c'est qu'ils sont très vulgaires. Oui. Il me semble qu'il ne l'était pas vraiment dans Il est revenu, la mini-série. Et là, en fait, ils sortent des fucks toutes les 10 secondes et c'est assez génial parce que ils sont... Il y a notamment un personnage qui est assez fort dans ce registre-là. Ouais, voilà, c'est que des grosses blagues de la bande. Bien lourdingues sur ta mère, ta sœur, etc. Mais c'était le cas dans le roman, par contre. C'est le cas dans le roman. C'était très vulgaire dans le roman déjà, etc. Il faut juste préciser que les vannes dans le film sont meilleures que dans le roman. Oui, c'est vrai. Ce qui n'était pas difficile non plus. Mais non, les vannes du roman sont pas géniales. Mais du coup, ça apporte vraiment quelque chose en plus, je trouve, et j'ai ri plus que je n'ai eu peur, en fait. Mais ça m'a pas dérangé. Voilà, faut juste le savoir avant d'y aller. C'est pas un énorme film d'horreur, quoi. Ouais. Rafik. Non, c'est intéressant ce qui se dit, parce que moi, je suis ressorti effectivement avec l'impression d'avoir assisté à la naissance d'un nouveau genre qui est le feel good horror. Là où, a priori, donc un film d'horreur est censé me mettre un chouïa mal à l'aise, ou en tout cas me flinguer quelques-unes de mes certitudes. J'en attendais beaucoup, en fait, parce que j'ai vraiment adoré Mama. J'ai vu quelqu'un qui était parvenu à s'émanciper du style gothique latin des productions Del Toro pour amener un truc qui me semblait un peu nouveau, qui est complètement disparu dans celui-ci. Alors effectivement, rendu d'autant plus grinçant qu'on retrouve la créature de Mama dans le film, à peine transfigurée. Tout le rapport aux années 80, j'espérais aussi que de la part
d'un mec qui n'a pas grandi dans le moule américain. On se voit pas tenté par une fois de plus par le Doudouland et franchement on y est quand même très très sévèrement. Oui, on n'en peut plus de même... ces films avec des gamins qui font du vélo. Non, mais c'est pas moi tellement, j'en peux plus. C'est pas tellement une question d'objet qu'une question de la façon de les regarder et d'insister dessus. Et alors c'est un projet qui est passé entre plusieurs mains. C'est Kari Fukunaga qui devait à un moment donné le réaliser. Il a co-signé le scénario de toute façon. On a au moins officiellement, on a au moins 6 ou 7 scénaristes qui sont passés dessus. Donc, puis il faut savoir que ça fait très longtemps que c'est un projet d'adaptation qui est prévu. Je conçois que le mec récupère un peu les morceaux de tout ça, qu'il n'est pas non plus en position de force par rapport à la production. Moi, il y a des moments où j'ai vraiment l'impression qu'on lui forçait la main sur certains trucs, et notamment tout ce qui est de l'ordre de l'explicatif. C'est-à-dire je prends un exemple, mais il se fait chier à faire un montage relativement efficace pour montrer que l'un des mots, Mike en l'occurrence, a perdu toutes les cartouches qu'il avait prévues pour son gun, donc il n'y en a qu'une dans le flingue, et à un moment donné, il n'est pas chargé. C'est ça. Et à un moment crucial où l'un des gamins s'en perd du flingue, plan sur Mike, il fait « mais il n'y a qu'une balle dedans ». Pour rappeler vraiment au spectateur, en plus vraiment en gros plan. Donc, au fait, si vous avez oublié ce qui s'est passé il y a 30 secondes et que je vous avais bien expliqué par l'image, on va quand même vous... Et ça, des occurrences comme celle-ci, j'en ai compté une bonne vingtaine. C'est vraiment agaçant au bout d'un moment. Donc il y a ça qui m'a beaucoup gêné. J'ai jamais été un grand fan, je l'avoue, du personnage. Le téléfilm des années 90, pour moi, c'était un téléfilm, quoi. C'était un truc un peu cheap et tout. Vous aviez déjà 65 ans en 90, quelque part. J'avais déjà vu trop de films d'horreur à l'époque. Mais je reconnais que le film tient essentiellement la route par une photo et un cadre assez propre. C'est joliment cadré. On se moque pas du monde. Si on le compare à Stranger Things, c'est quand même beaucoup mieux achalandé, quoi, là-dessus. Mais cet aspect feel good horror m'a vraiment alors qu'il y a tellement d'éléments sur lesquels on peut jouer pour faire monter la tension. Le personnage de cette gamine, moi j'aurais bien aimé justement avoir l'histoire du gangbang, qu'elle soit un peu plus salie d'emblée, qu'on comprenne vraiment qu'elle elle s'en sort bien, je trouve. Moi, c'est un des personnages qui est le plus touchant à Beverly, mais je sens Barbara Muschietti en fait derrière elle. L'actrice est super bien dirigée, mais surtout mais ça manque de mordant. La confrontation avec son père, elle est caricaturale. Le coup de pied dans les couilles, je l'attendais depuis 4 bobines au moins, tu vois. Enfin, donc il n'y a plus de bobines, Rafik, c'est fini les bobines. J'avais 65 ans en 91, je te rappelle. Excusez-moi. Donc il y avait tellement de choses à faire autour d'elle, et donc toute la séquence autour du lavabo et de ses règles et tout ça. Tu veux vraiment me mettre mal à l'aise, mais vas-y, mais fais-les remonter les déjections, quoi, qu'on se les prenne dans la gueule. Il y a rien de vraiment sale, il y a rien qui nous mette en péril, et je comprends vraiment pas. Enfin, si, je comprends, hélas, que des films comme ça, du coup, fassent des cartons absolus. Oui, parce qu'il a fait un très alors, on parle, le film n'est pas sorti en France, mais en tout cas, aux États-Unis, il a fait un premier week-end complètement délirant. C'est au-delà de la réussite ou pas du film, d'ailleurs. Le trailer est plus flippant que le film. Alors, oui, c'est vrai. Et l'autre truc qui me gonfle, ça, j'en peux plus. C'est une des raisons pour lesquelles j'arrive plus à voir des films d'horreur depuis un bon moment. Je parle de films d'horreur américains, essentiellement. C'est le travail sur le mixage des bandes son. Oui. C'est assourdissant. Le cheap trick rythmique absolu qui veut qu'on passe d'une infrabasse à un aigu, à un machin, un truc, c'est toujours le même truc. Tu fermes les yeux, t'as l'impression de réentendre Conjuring 1, 2, 3 jusqu'au numéro 18. C'est la même bande son, quoi. Vraiment, il y a pratiquement rien qu'à changer. L'espacement entre l'effet choc et le silence, il est au millimètre près, quoi. Et ça, c'est pas possible, quoi. T'es là dans la salle, tu fais boum, enfin, voilà, quoi. Emmenez-moi, surprenez-moi, mettez-moi des coups de pied au cul. Enfin, je suis venu me faire du mal, je suis venu voir un film d'horreur, donc j'ai pas envie qu'on me berce, quoi. Jimmy, est-ce que tu t'es senti bercé par les paroles de Rafik? C'est marrant qu'il parle de feel good horror movie, parce que moi ça me fait penser vraiment à la série des Freddy, mais à partir du moment où ça devient pas bien, c'est-à-dire à partir du 4 en gros, je pense. Et c'est vraiment ça, c'est genre le clown n'arrête pas de dire des punchlines, il y a un côté je sais pas, un côté presque comédie, il y a pas vraiment toute la partie fantastique, je la trouve très très ratée. La partie un peu plus récit initiatique, ça passe à peu près, c'est assez chouette, la fin passe bien. Après il y a un autre problème, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de vie, c'est vraiment mort à l'intérieur ce film, quoi. Il n'y a pas de vie. J'ai l'impression de voir une chambre j'avais un cousin qui avait sa chambre
avec ses jouets tout rangés comme dans un musée, sous un truc. Il fallait demander pour emprunter les jouets, quoi. Et c'est vraiment ça le film. C'est genre, tout est bien rangé. T'as pensé à la chambre de ton cousin? Ouais, vraiment pendant le film en plus. Ouais. Et en gros, ouais, c'est ça, c'est genre. C'est étonnant. Ah bah oui, je pense. Après, le truc, c'est que c'est quand même une grosse référence. C'est comme. La chambre de ton cousin, c'est une grosse référence. Non. Ça. Et je suis perdu dans ce que tu me racontes. c'est comme Watchmen, quoi. Quand il fallu faire un remake une adaptation de Watchmen, le mec il était écrasé par la référence et il avait 15 guns sur la tête, les fans, tu vois. Et puis c'était Zack Snyder en plus, donc c'était un autre problème. Un autre problème. On va pas même pas aborder ça, quoi. Mais effectivement, quoi, c'est. Je pense que là, c'était compliqué de toute façon de faire quelque chose de vraiment libre et de vraiment vivant. Et là, il s'en sort pas vraiment, même si effectivement, esthétiquement, c'est très léché. Et en même temps, c'est ça le problème aussi, quoi. C'est que, comme on disait, la maison, l'espèce de maison machin, elle est presque. Moi, ça m'étonne tellement. Elle est sale propre, quoi. Ouais, c'est du carton-pâte, un peu de bas étage quelque part. Hein, sur le, tu te dis, mais, attendez, tout le monde vit dans cette espèce de ville américaine parfaite, puis au milieu, t'as une maison toute pourrie, toute dégueulasse. Pourquoi personne n'a rasé pour faire on attendra les recos, mais je vais recommander un film dans lequel il y a exactement cette maison-là. Hein. D'accord, très bien. Après, il y a un truc dans une banlieue tout aussi idyllique. Parce que il ne me l'a pas dit, mais je sais quel reco il va faire. D'accord, super. Mais puisque vous vivez ensemble, c'est pour ça. Si on shift vers les films de Stephen, les adaptations de Stephen King, on peut commencer à shifter. Trouvé quand même que quasiment toutes les adaptations, il y a un truc qui est récurrent, c'est que tous les personnages sont environ entre 6 et 8 d'intensité, et il y en a toujours un qui est à 12. Il y en a toujours un qui est en sur-régime, et là il y en a pas, quoi. Là ça c'est. Il y a celui qui fait des blagues de cul tout le temps. Ouais, non, ça passe bien. Moi quand je parle que quelqu'un qui est à 12, c'est quelqu'un qui est insupportable. Ah oui, d'accord. C'est la Cato prédicatrice dans The Mist, c'est Bronson Pinchot dans Les Langoliers, qui est vraiment l'une des pires adaptations de Stephen King. C'est vrai que ça, c'est vraiment la nouvelle est pas terrible déjà à la base, mais alors c'est la mère de Carrie dans Carrie. Il y a toujours un personnage qui est vraiment à bloc, quoi. Et là, alors après, en même temps, dans le roman, ils sont un peu tous à bloc. Donc, oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, il faut le relire, le roman. Ce sera Marocco à moi. Mais tant pis, j'attends pas la fin de l'émission. Justement, tu as commencé à en parler, Jimmy, Stephen King et le cinéma. Il y en a eu beaucoup des adaptations, pas toutes heureuses. On va pas toutes les citer. Si on peut évoquer ensemble peut-être celles que vous préférez, celles que vous détestez, ou les deux. C'est peut-être parfois les mêmes films. Rafik, je vois que tu m'écoutes avec beaucoup d'attention. Oui, alors en fait, il y a des films magnifiques tirés de Stephen King que je considère pas comme des adaptations, donc je les mets de côté. Tu vois, Shining, par exemple, c'est pas une adaptation. D'ailleurs, il a lui-même après fait faire une adaptation qu'il faudrait mieux éviter. Mais j'étais très surpris et ravi. J'avais gamin, adolescent plutôt, j'avais lu Danse Macabre. J'étais adolescent quand Danse Macabre était en librairie. Tu vois, l'étau se resserre autour de ta adolescence, Rafik. Et j'avais flashé sur une nouvelle, je ne connais plus le titre français, qui se passait dans une prison et qui m'avait surpris par son caractère finalement peu fantastique. Et quand je suis allé voir le film de Frank Darabont, je n'avais pas la moindre idée de Shawshank Redemption. J'avais pas la moindre idée que j'étais en train de me remater, de me mater l'adaptation de cette nouvelle jusqu'à l'arrivée du poster de Rita Hayworth, où là je me suis dit, en plein milieu de la salle, il y avait le jour de la sortie, il y avait un con tout seul au milieu de la salle qui a fait quand le poster de Rita Hayworth est sorti. Et je trouve que c'est une des adaptations les plus incroyablement soignées de l'œuvre de King dans sa façon de creuser le mal en fait qui se tapit au fond de chacun de nous. Darabont, qui d'ailleurs est un proche de King et qui a aussi adapté La Ligne Verte, qui était aussi, en tout cas à mon sens, Darabont, c'est un proche de tout le monde, c'est un proche de Del Toro, c'est un proche de tous les tarés du fantastique, en fait. Tous nos gars sûrs. Julien. Mais le truc avec Darabont, c'est qu'il est sur la même longueur d'onde que Stephen King. Oui. Et c'est presque. Je suis en train de réfléchir à toutes les adaptations de Stephen King, il y en a tellement. Vraiment beaucoup. Mais c'est presque une exception, en fait, j'ai l'impression. C'est-à-dire que Stephen King, comme le disait Rafik avec Shining, ou moi j'aurais pu citer aussi Dead Zone, qui pour moi, en fait, tu peux reprendre le propos, le pitch, on va dire, des romans, mais l'ambiance ou ce que tu apportes dedans, c'est complètement différent. Ou le cobaye. Bref. Non mais c'est complètement différent, et c'est pas une trahison si tu veux, mais t'es tellement loin que c'est plus du Stephen King. Non. Et Darabont, il a cette parce que je pense que c'est dur en fait à adapter Stephen King. C'est-à-dire que quand tu es très, la preuve, le nombre de gens qui s'y sont cassés les dents. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu es très fidèle, c'est compliqué pour plein de raisons, et notamment une des raisons sur lesquelles, alors là, je me refais encore l'avocate du diable de Muschietti, mais quelque chose sur lequel je trouve dans Muschietti s'en sort pas trop mal, et qui a fait que Karifuku Naga s'est barré d'ailleurs, qui est il faut montrer le monstre.
Il faut qu'on ouvre la porte. C'est-à-dire que le monstre, chez Stephen King, c'est pas du fantastique à la Todorov tel qu'on l'entend en fait en Europe. C'est-à-dire le fantastique, c'est la question. C'est la question à laquelle tu ne peux pas répondre. C'est est-ce que ça s'est vraiment produit ou pas est-ce qu'il y a vraiment un fantôme ou pas? Non, chez Stephen King, il y a un fantôme. On le sait, et en plus, il y a un fantôme, il est dégoulinant de sang et de machin, etc. Il dit son nom dès le début du bouquin. Et faire ça au cinéma, c'est très compliqué, ouvrir la porte. On peut le voir, des fois, le monstre, et c'est super réussi, mais ça reste quand même très compliqué. Il faut avoir beaucoup de talent, et surtout, il faut avoir une conjonction de talent qui est pas toujours facile à trouver. Alors, il y a des gens qui éludent ça totalement, et c'est le cas, par exemple, de Kubrick dans Shining. C'est-à-dire que tu compares la fin du roman Shining, qui est ultra grandiloquent avec des monstres géants et puis les buissons qui bougent, mais ça devient des monstres géants, et la fin du Kubrick qui reste très cérébrale, psychologique et tout, c'est deux œuvres complètement différentes. Et Darabont, je trouve, y compris dans The Mist, qui est, en ce qui me concerne, je crois que c'est mon film préféré de Darabont, et une des meilleures adaptations de King. Il y a un truc entre ces deux esprits-là, entre ces deux artistes-là, qui fait clic, qui fonctionne. Et Darabont, il montre... Un Americana, un peu, j'ai l'impression. Un Américain noble, érudit, quand même, et qui reste très proche du peuple aussi. Et ce sont des qualités qui sont difficilement conciliables. Anaïs. Je pense qu'on est obligé de parler de Carrie. Oui, quand même. De Palma. Enfin, pour moi, c'est une des meilleures adaptations. Enfin, je ne sais pas si c'est une des meilleures adaptations, mais c'est un des meilleurs films tirés d'une œuvre de Stephen King. La musique, vraiment, tout est absolument génial dans ce film. Mais bon, ça, c'est un peu obvious. Et moi, une adaptation très bonne, mais qui a donné un très mauvais film que j'adore, c'est Dreamcatcher. Qui est vraiment un film pourri, mais c'est tellement fidèle au livre que du coup j'étais quand même contente de le voir parce que j'avais bien aimé le livre et du coup je me disais c'est exactement tout ce qui se passe dans le livre. Page pour page. Donc voilà, c'est ça. Donc j'avais adoré, même si c'est vraiment très mauvais, mais voilà, c'est contrairement à Shining, c'est le mauvais film mais qui est une très bonne adaptation. Très bon exemple de ce qui se passe quand tu ouvres la porte, que tu vois le monstre et qu'il est nul. C'est vrai, un Dreamcatcher, c'est ça, c'est du trauma, quoi. C'est bien Trauma. Alors, qu'est-ce que t'as d'accord, contre mais Trauma pas quand ça coûte 100 patates. Je sais pas combien ça avait coûté dans le catcher, ça a coûté cher. Jimmy, j'ai ouvert la porte, tu vas la fermer. C'est pas mal comme exemple, parce que moi je suis tombé dessus, je connaissais pas le bouquin. Je suis tombé dessus sur une chaîne du câble un jour, en plein milieu. Une chaîne du câble, tu reçois encore le câble. Oui, le câble, TNT, je ne sais pas quoi. Moi aussi je suis vieux. Je sais. Et en fait, j'ai cru comprendre rapidement que c'était du Stephen King juste en regardant, parce qu'il y a ce côté un peu justement encore un personnage au taquet, encore puis moi j'ai juste vu Stella Stone où il faisait caca en fait, et franchement cette scène où il fait caca, c'est quand même un truc incroyable quoi. Il y a un mec qui se vide littéralement, toxique avant de faire. Il y a un mec qui se vide littéralement, effectivement il ouvre la porte des chiottes et là il y a un extraterrestre nul à chier qui apparaît. C'est quand même une scène, je sais là genre c'est obligé, c'est Stephen King ça. Et c'est exactement pareil dans le livre, c'est ça qui est génial. Non, il y a un autre bon exemple, moi je trouve c'est Rob Reiner aussi, mais qui je trouve à partir pas loin, il est pas loin, c'est un parent assez proche en fait de Darabont. C'est la même école d'écriture un peu, d'exigence dans l'écriture. C'est la même cinéphilie, c'est la même génération. Il valait mieux adapter des nouvelles que des bouquins entiers. Il a adapté Misery quand même. Ah oui, il a fait Misery, mais un peu pourri, mais effectivement Stand By Me, ça c'était tiré aussi de Danse Macabre. Oui, tout à fait. De toute façon, il faut lire Danse Macabre. Il y a tout le cinéma des années 80 dedans. Avant de se quitter, comme toujours, les recommandations d'usage des amis, on peut continuer dans l'univers de King, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de choses à dire. Excellent film, réalisé par Stephen King, avec la BO d'ACDC. Alors, il dit lui-même qu'il se souvient pas du tournage, tellement il prenait de cocaïne. De toute façon, l'équipe était italienne, et du coup, il comprenait pas ce qui se disait avec les mecs. À part Maximum Overdrive, Rafik, tu veux nous recommander autre chose? Oui, on parle d'enfants qui font de la bicyclette dans des banlieues des années 80 et qui tombent sur des maisons hantées affreusement caricaturales. Il y a ce film de Gilles Kennan qui est sorti en 2006, si ma mémoire est bonne, entièrement en performance capture, produit par Robert Zemeckis et Steven Spielberg, je crois. Oui, carrément. Des gens dont vous avez certainement entendu parler. Jamais. Voilà. Et qui s'appelle Monster House. Oui. Qui s'est complètement planté, personne n'est allé le voir, et c'est bien dommage parce que c'était pour le coup un des plus beaux hommages qu'on puisse faire au cinéma des années 80, tout en ayant justement un pied un regard vers l'avenir plutôt que vers la nostalgie. Et je trouve que le film, fait partie de ces films de plus en plus rares, hélas, justement des années 80 par l'esprit, au sens où il y a un respect et un amour pour la monstruosité, donc en l'occurrence pour la maison hantée, maison
interprété par Kathleen Turner, merci. Une maison littéralement incarnée par Kathleen Turner. Et il y a un amour pour cette monstruosité qui est de plus en plus rare, quoi, que je vois plus. Donc je comprends pas que les gens délirent sur du Stranger Things justement en mode doudou les années 80 et qu'on passe complètement à côté d'un truc comme Monster House qui a gardé l'esprit en fait de ces productions. Anaïs. Comme on parlait du mixage tout à l'heure et des films d'horreur de plus en plus relous avec ça, pour ceux qui aiment les films d'horreur et qui n'aiment pas les jumpscares, donc le moment où la musique est très forte et vous fait sursauter, il y a un site très très bien qui s'appelle Where's the Jump et qui répertorie tous les films d'horreur et qui vous dit à quel moment du film il y a des jumpscares et qui vous donne l'intensité du jumpscare, donc avec des étoiles, des niveaux et tout. Et c'est super bien et j'avoue que je suis allée sur ce site voir où étaient les jumpscares de ça avant d'aller voir ça. Donc ça explique peut-être pourquoi j'ai pas eu si peur que ça. Mais c'est pas mal si vous regardez un film d'horreur chez vous et que vous voulez savoir quand baisser le son parce qu'il va encore y avoir un truc relou qui fait sursauter pour rien parce qu'il y a un chat qui apparaît à la dernière minute ou je ne sais pas quoi, c'est très pratique. Voilà, Where's the Jump, très pratique. Très bien, merci. Info pratique fournie par Anaïs Bordage. Jimmy. Moi, c'est plus un film qui n'a pas encore été adapté. Enfin, il a déjà été adapté, mais pas très bien. Un film qui a pas été adapté ou un livre Cimetière. Un livre qui a pas été adapté, pardon. Il a été adapté. Oui, mais je sais, Cemetery. Je sais ce que j'étais en train de dire. Il n'a pas été adapté très bien. Ah oui, avec la BO des Ramones, c'était pas mal. Donc j'attends vraiment une bonne adaptation. D'ailleurs, je me suis dit, je crois que c'est ce qu'il veut faire après Hit, en fait. T'aimes pas l'adaptation de Marie Lambert ? Non, je trouve qu'elle a vie. En fait, c'est sûr que j'aime beaucoup le bouquin. Et je trouve qu'il est vraiment dégueulasse, horrible et tout. Et celle de l'adaptation de Marie Lambert, elle est sympathique, quoi. Pour le coup, là, je me souviens d'un film d'horreur qui m'était mal à l'aise. Ah mais oui, mais à l'époque, en 89. Non, mais même, il transgresse. Enfin, je veux dire, t'as l'enfant zombie. Pour le coup, t'as une vraie transgression là-dessus. Une vraie transgression, c'est sûr, mais je trouve que le film est encore trop soft, quoi. Parce que le bouquin, il va vraiment sur des trucs vraiment horribles, quoi. Enfin, c'est vraiment. Enfin, ça reste quand même. En plus, c'est une bonne métaphore pour ce qui se passe aujourd'hui dans le cinéma, c'est-à-dire faire revenir les gens à la vie sans arrêt, refuser qu'ils meurent. Enfin, c'est un peu ce qui se passe. Et on a tendance à tous l'oublier, mais il y a eu un Cimetière 2 par Marie Lambert, qui est en fait un cimetière, ce que Highlander 2 est Highlander, à peu de choses près. Donc il mérite d'être vu rien que pour ça, c'est du n'importe quoi. Ça a l'air sympa. Voilà. Julien, c'est toi qui conclus. J'en ai plein, mais mais vas-y, donne-moi tout ce que moi, je vous conseille, parce qu'on n'en a pas parlé, il y a Anatomie de l'horreur en fait, de Stephen King, qui est une œuvre d'analyse sur le fantastique, qui est très facile à lire en fait, parce que c'est très ludique comme ce que fait Stephen King, hein, donc c'est pas du tout un ouvrage universitaire si vous n'êtes pas habitué à lire ce genre d'ouvrage, mais allez-y, c'est super intéressant, c'est une vision, justement j'en parlais tout à l'heure, mais c'est une vision du fantastique très particulière, et je pense que ça fera date. Je pense que c'est pas assez reconnu d'ailleurs dans le milieu universitaire. Je parle d'expérience pour le coup, et c'est dommage parce que il y a beaucoup de choses en fait à tirer de cet ouvrage. Sinon, je pouvais parler d'un petit inédit qui s'appelle Clown, qui est sorti l'été dernier du réalisateur dont j'ai oublié le nom de Spider-Man Homecoming. C'est normal que j'ai oublié son nom. Oui, c'est normal. J'ai oublié aussi. Mais bref, non, mais c'est pas un très bon film, mais il y a un concept super intéressant. C'est avec un clown aussi, mais c'est un père de famille qui met un costume de clown, et le costume de clown le vampirise en fait, en quelque sorte. Et il y a un moment dans le film, malheureusement. Je ne regarderai pas ce film. Oui, voilà, je pense à toi, mais il y a un moment en fait où la bascule ne se fait pas malheureusement, mais où le personnage devient monstrueux parce que le regard que les autres portent sur lui est tout le temps décalé et dans la drôlerie, quoi. Mais et ça, c'est pas inintéressant en fait. J'ai les bras qui tombent. Tu ne cites pas Killer Clown from Outer Space. Alors, le frère Chiodo. Alors, il y a Killer Clown from Outer Space, et je voulais citer aussi Balade attristée des Trompettas sur les clowns monstrueux aussi, voilà. Les Killer Clown des frères Chiodo, c'est tout à fait ça, sympa. C'est de la grosse ref, effectivement. Oui, merci beaucoup. Un film bricolé pour 2 francs 5 sous, des aliens en forme de clowns monstrueux investissent la Terre avec une navette spatiale qui ressemble à un chapiteau de cirque. Et arrêtez-moi. Et moi, je conseille au passage, j'ai lancé le générique de fin, mais c'est pas grave. Écriture, mémoire d'un métier, qui est un bouquin de Stephen King sur son métier d'écrivain, et qui est un de ses plus beaux livres, en fait. On dirait un petit traité un peu autobiographique, mais c'est vraiment un très très beau bouquin. Notre temps est écoulé. Merci à tous les 4. Merci à Jules, à la technique. Merci au Barabule, au public pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, les programmes des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. En attendant, on vous dit à très vite.
Salut, c'est Mehdi Maizy, vous venez d'écouter Nos Ciné, enchaînez tout de suite avec No Fun, la 3e saison a commencé, le seul podcast qui donne de l'amour à Niska et à William Scheller.